Donc, Madame le greffier, je vous remercie de bien vouloir appeler l'affaire, s'il vous plaît. Nous appelons l'affaire 30-2017 qui oppose l'Olfica Lisbonne à la Commission. Je vous remercie. Donc, je donne tout d'abord la parole au représentant de l'Olfica Lisbonne. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du tribunal, Maître Ferrand, avocat auprès de l'Olfica Lisbonne. L'affaire qui nous réunit aujourd'hui se divise en réalité en 3 mesures. Tout d'abord, la municipalité de Lisbonne a indemnisé le club Olfica pour ne pas avoir pu céder une parcelle malgré ses engagements pris en 1998. Également, une loi de 1990 a imposé à tous les clubs portugais, excepté ceux ayant démontré une bonne gestion, de changer de statut. Le club Olfica Lisbonne, ayant démontré cette bonne gestion, a été exempt de la conversion. Le 5 novembre 2009, l'Institut lisboète des finances a octroyé une garantie pour un prêt bancaire de 75 millions d'euros à la Fundação Olfica. L'ILF a augmenté sa garantie en 2010. Par sa décision du 7 février 2017, la Commission déclare ces 3 mesures comme étant des aides d'État versées illégalement par le Portugal et exige leur récupération. Nous vous démontrerons tout d'abord que notre recours est recevable, puis que la Commission a violé l'article 107 du TFUE en considérant ces 3 mesures comme des aides d'État. Et c'est dans ce cadre que j'évoquerai l'indemnisation accordée par la municipalité. Ma consoeur, quant à elle, s'attardera sur la différenciation fiscale ainsi que sur la garantie d'emprunt. Enfin, nous vous démontrerons que la récupération exigée par la Commission enfreint tant les règlements procéduraux que les grands principes de l'Union européenne. S'agissant donc de la recevabilité. En application des articles 256 et 263 du TFUE, le tribunal est compétent pour connaître de la requête. Le club Olfica Lisbonne étant le bénéficiaire des mesures attaquées, son intérêt à agir, de même que sa qualité à agir, sont incontestables en vertu de la jurisprudence Philippe Maurice de 1980. Et ce, même si le club n'est pas le destinataire direct de la décision litigieuse. La décision ayant été notifiée aux parties le 7 février 2017, le club avait 2 mois pour déposer sa requête. Cependant, en vertu de l'article 60 du règlement de procédure du tribunal, le club bénéficiait d'un supplément de 10 jours. Et ce, alors même que la procédure était électronique, comme d'ailleurs l'a admis la jurisprudence Conseil contre Banque Mélat de 2016. En vertu de la jurisprudence d'Autori, pour qu'une mesure soit considérée comme une aide d'État, celle-ci doit remplir 4 conditions. Tout d'abord, il doit s'agir d'une mesure décidée par l'État ou effectuée au moyen de ressources de l'État. Ensuite, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Cet avantage se doit de fausser la concurrence et de perturber les échanges entre les États membres. Pour pouvoir établir si une mesure est une aide d'État, il est donc indispensable d'établir si nous sommes en face d'une entreprise et, le cas échéant, dans quel marché celle-ci s'inscrit. La détermination du marché est donc essentielle, comme l'affirme d'ailleurs, entre autres, la Commission dans sa décision C-2803 du 21 juin 2003. Si ce travail est essentiel, il est également élémentaire. Or, la Commission ne s'y est nullement attelée dans sa décision. D'ailleurs, dans le cas contraire, elle se serait bien vite rendue compte que le club ne peut en aucun cas être considéré comme s'inscrivant dans un marché européen. Ses bénéfices particulièrement faibles le démontrent, de même que ses résultats sportifs. En effet, cela fait bien longtemps que personne n'a entendu parler du moindre club portugais au niveau européen. L'absence de détermination du marché pourrait à elle seule suffire à entraîner l'annulation de la décision, selon nous. Concernant la cession soi-disant avantageuse des biens immobiliers. Afin d'établir si la mesure est une aide d'État, il est nécessaire ici de recourir à la théorie de l'opérateur en économie de marché, en application de la jurisprudence SFEI de 1996. En effet, selon la Cour, un pouvoir public peut tout à fait passer une convention avec un opérateur économique. Cependant, dans ce cas, le pouvoir public se doit d'agir comme un opérateur en économie de marché, c'est-à-dire avoir
un comportement prudent, diligent et dans un but de profit. C'est exactement le cas ici de la municipalité. En l'espèce, la Convention de 1998 prévoyait la cession de la parcelle B32. Il est important de souligner qu'il y avait un doute sur la possibilité de céder cette parcelle à cause de son inaliénabilité originelle. Cependant, au vu de l'importance de la transaction, n'importe quel opérateur aurait pris un risque, s'engageant sur une incertitude, quitte plus tard à engager sa responsabilité en cas d'échec, si cela avait pu lui permettre de signer ce contrat. Un contrat qui est, je le rappelle, de 27 millions d'euros, soit 2 fois les bénéfices annuels du club. Puis, face à la totale impossibilité de céder la parcelle, la municipalité en a logiquement tiré les conséquences et a indemnisé le club. La responsabilité de la municipalité ne faisant l'objet d'aucun doute, ni de discussion, l'office du juge n'avait pas lieu d'être. D'autant plus que cet office aurait été particulièrement mal apprécié de la part du club, car aurait démontré un comportement de mauvaise foi de la part de la municipalité. Rappelons que le club et la ville sont contraints de vivre en bons termes au vu de l'importance du club au sein de cette ville. Aucun opérateur en économie de marché ne se serait adonné à une contestation non fondée pour préserver ses relations futures. En effet, il est inimaginable que le club eût accepté de signer la convention d'urbanisme de 2011 sans avoir bénéficié d'une indemnisation de bonne foi précédemment. Rappelons d'ailleurs que cette convention est largement en faveur, selon nous, de la municipalité. Il est vrai que les sommes sont grandement différentes entre la convention de 1998 et l'indemnisation de 2011. Pour autant, cela s'explique tout à fait logiquement par les deux moments auxquels elles ont lieu. En effet, de 1998 à 2003, la municipalité a tenté de surmonter l'obstacle de l'inaliénabilité et ainsi remplir ses obligations, comme l'aurait fait tout opérateur en économie de marché. Lors de cette période, la valeur de la parcelle a logiquement continué d'augmenter. Il en va de même lors du délai qui a été nécessaire pour préparer la convention d'indemnisation jusqu'en 2011. Or, le club se doit d'être indemnisé à hauteur de la valeur de la parcelle au moment où il renonce à ses droits, c'est-à-dire en 2011. La commission conteste la valeur de l'indemnisation, arguant que la restriction de l'utilisation qui pouvait être faite de la parcelle diminuait grandement sa valeur. Cependant, toute restriction aurait disparu dans le cas d'une transaction, puisque justement, c'est cette restriction qui imposait de rester dans le domaine public. Or, nous le savons, et la commission ne le conteste pas, la valeur de la parcelle correspond à celle du marché. Ainsi, l'évaluation faite par les services de la municipalité sont on ne peut plus professionnelles. De plus, l'indemnisation s'est faite par la cession d'autres parcelles. Mais celles-ci ne répondent absolument pas aux mêmes besoins que la parcelle B32. Leur valeur pécuniaire est certes semblable, mais leur superficie, bien trop petite, ne permettent absolument pas de construire les infrastructures sportives initialement permises. Il s'agit donc bien d'une indemnisation qui ne peut nullement remplacer la perte du droit initial. Nous sommes ici dans une situation dans laquelle se serait retrouvé n'importe quel opérateur en économie de marché qui aurait dû indemniser. Et quel avantage de tout cela le club aurait-il bien pu tirer? Il s'est tout de même retrouvé dans une précarité considérable, causée par une insécurité juridique pendant plus de 13 ans. Au vu de l'importance économique que revêt la Convention, le club a dû mettre de côté tous ses autres projets avant la résolution du litige. Si, cependant, le tribunal devait voir dans cette mesure une aide d'État, celle-ci ne pourrait être vue que comme compatible avec le marché intérieur. En effet, la Convention de 1998 aurait permis le développement d'infrastructures sportives. Elle n'a pas été possible. Cependant, l'indemnisation a pour but de retrouver cette possibilité. En application du règlement 651-2014, une aide permettant le développement d'infrastructures sportives
peut tout à fait se passer de notification, en ce qu'il permet le développement du sport en vertu de l'article 165 du TFUE. Je vous laisse à présent avec ma consoeur. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, venez à votre tour à la barre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du tribunal, Maître des Nôtres. Dans le cadre de la violation de l'article 107, je vais vous parler en premier lieu de la différenciation fiscale puis de la garantie d'emprunt. Comme mon très cher confrère l'a déjà évoqué, pour être qualifiée d'aide d'État, une mesure litigeuse doit remplir 4 critères. La différenciation fiscale dont a bénéficié le club Olympique Lisbonne ne saurait être qualifiée d'aide d'État. Pourquoi ? Puisque la mesure ne peut, et ceci en aucun cas, être qualifiée de sélective, soit l'une des conditions sine qua non quant à sa qualification d'aide d'État. Comme indiqué dans une communication de la Commission, les États membres restent, et ceci assez logiquement, libres de choisir la politique économique qu'ils jugent la plus appropriée. Ainsi, une mesure qui viendrait réduire la charge fiscale ne constitue pas pour autant une aide d'État, sous réserve, bien entendu, que la dite mesure soit une mesure générale et qu'elle s'applique indifféremment à toutes les entreprises. Ainsi, la mesure de différenciation fiscale est prévue par la loi portugaise 10/1990. Cette loi oblige tous les clubs sportifs professionnels portugais à modifier leur statut et à se transformer en société anonyme sportive. Il s'agit bel et bien d'une mesure générale puisqu'elle s'applique à tous les clubs, n'entraînant alors aucune disparité entre eux. L'Olfica Lisbonne a effectivement bénéficié d'une exemption de l'obligation de conversion. Cependant, cette exemption est d'ordre général, au même titre que l'était la mesure de conversion elle-même. Cette exemption se base sur des critères objectifs, ceux des bénéfices effectués au cours des dernières années. L'Olfica Lisbonne est exempté de la dite conversion au même titre que tout autre club sportif professionnel l'aurait été s'ils avaient géré leurs fonds de manière aussi responsable que l'a fait notre club. Pour autant, le club n'est pas soustrait à l'impôt sur les sociétés, étant soumis à un impôt similaire, applicable cette fois-ci aux associations. La loi a certes instauré une différenciation fiscale, mais cette dernière n'a pas changé la situation du club pour autant. La mesure en question ne saurait être qualifiée de sélective, dès lors, elle ne peut être qualifiée d'aide d'État. Je vais désormais vous parler de la troisième mesure, la garantie d'emprunt accordée par l'ILF à la Fundação Olfica. Je vous évoquerai dans un premier temps le statut de l'ILF et l'éventuelle présence d'une ressource d'État, puis de l'hypothétique avantage indu mentionné par la Commission. La qualification d'aide d'État suppose une ressource étatique, ce qui signifie que la mesure doit être imputable à l'État. Cependant, dans l'arrêt France contre Commission, la Cour a estimé que le simple fait qu'une mesure ait été prise par une entreprise publique ne saurait pour autant la qualifier aussitôt de ressource étatique. Ainsi, ce n'est pas parce que l'ILF est une entité de droit public que la garantie d'emprunt accordée est imputable à l'État portugais pour autant. Je tiens également à préciser que la Commission n'a, et ceci à aucun moment, démontré que l'ILF avait été impliqué, de près ou de loin d'ailleurs, dans la décision de l'ILF d'accorder la garantie. Elle s'est bornée à constater que des représentants de l'État portugais siégeaient au conseil d'administration et au comité d'investissement de l'ILF. Et c'est de ces informations que la Commission a présumé de l'imputabilité de l'État. Sauf que celle-ci ne se présume pas, elle se démontre, et ceci de manière consciencieuse. On ne saurait déduire de la simple présence de représentants d'un État dans un comité d'une entreprise publique d'un quelconque pouvoir de décision de cet État sur cette entreprise publique. L'État portugais n'est en aucun cas impliqué dans les décisions prises par l'ILF de ce seul fait. La mesure en question ne saurait être qualifiée de ressource étatique. Cet élément suffit à lui seul à rejeter toute qualification d'aide d'État. Cependant, si des doutes venaient à subsister, il convient de rappeler que l'ILF s'est comporté comme un opérateur privé en économie de marché. Selon la Commission, la garantie accordée à la Fundação Olfica lui a procuré un avantage. Afin d'estimer si avantage il y a, la Commission doit se fonder sur le principe de l'investisseur dans une économie de marché. Ainsi, son implication impose de vérifier si, dans une situation analogue, un investisseur privé aurait agi de la même façon que l'investisseur public. Dans notre cas, l'ILF s'est comporté comme un investisseur privé en économie de marché. La Fundação Olfica ne peut être considérée comme une entreprise en difficulté au vu des bénéfices réalisés.
Elle avait toutes les capacités financières requises afin de rembourser le prêt, puisque celui-ci est remboursé par la vente des actions à une valeur supérieure à leur prix d'achat, ce que confirme d'ailleurs la Commission. Ces actions ont été en plus nanties en tant que sûreté par l'ILF, couvrant dès lors tout risque. Les commissions de garantie annuelles de 0,5 et de 1% sont dès lors totalement proportionnées à la situation financière de l'entreprise, au même titre qu'à sa capacité à rembourser le prêt. Ainsi, le comportement de l'ILF est conforme à celui qu'aurait eu n'importe quel opérateur privé. La garantie en question ne saurait décemment constituer un avantage indu à la fin d'Assao Alfica. Dans le cas où le tribunal viendrait malgré tout à qualifier la mesure d'aide d'État, j'évoquerai sa compatibilité avec le marché intérieur. La garantie octroyée est compatible de plein droit avec le marché intérieur au titre de l'aide à la restructuration. Il convient tout d'abord de rappeler que même si la garantie est octroyée à la fin d'Assao, le bénéficiaire de l'aide est en réalité le club Olfica Lisbonne. Si l'Olfica Lisbonne devait être considérée comme une entreprise en difficulté, elle devrait l'être au titre d'entreprise en difficulté. En effet, au cours de la période comprise entre juin 2007 et juin 2009, le patrimoine de l'Olfica Lisbonne était à un niveau négatif. Si le club avait pris des mesures afin de faire passer ce patrimoine à un niveau positif, ceci aurait causé la perte de l'ensemble du capital social de notre club. Si bien qu'en tant qu'entreprise en difficulté, l'Olfica Lisbonne pourrait bénéficier d'une aide à la restructuration. Le but de l'aide serait alors de rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire en se fondant sur un plan de restructuration réaliste et cohérent. En 2009, un plan de viabilité a justement été établi et il se doit d'être assimilé à un plan de restructuration. Ce plan s'avère ô combien complet. Au-delà des dettes et des pertes mentionnées, le plan établit une augmentation croissante et cohérente du chiffre d'affaires grâce à différents changements et bien évidemment une réduction de la dite dette, ce qui permettrait d'obtenir un patrimoine positif. Au-delà de ce plan de viabilité, une autre condition est nécessaire afin d'être bénéficiaire d'une aide à la restructuration. Cette aide ne saurait affecter la concurrence entre les États. Le marché pertinent étant celui du football national, de manière assez logique, la garantie ne saurait affecter les échanges entre les États membres. À ce titre, la Commission n'a jamais défini le marché. Élément presque risible, car c'est la Commission elle-même qui avait estimé que le point de référence de toute qualification d'aide d'État était bel et bien la définition du marché. En sa qualité d'aide à la restructuration, il convient de déclarer la garantie d'emprunt compatible au marché intérieur au regard de l'article 107, paragraphe 3. Je vais vous évoquer désormais les violations des règles procédurales et des règlements. La Commission prévoit à l'article 6 de sa décision la récupération des 3 aides et notamment la mesure de différenciation fiscale. Cette récupération est contraire aux 2 règlements. L'aide a été accordée aux différents clubs chaque année depuis l'entrée en vigueur de la loi 10/1990, soit d'octobre 1990 à 2015. Une partie de cette aide est donc prescrite. Conformément aux 2 règlements, les pouvoirs de la Commission en matière de récupération sont soumis à un délai de prescription, un délai de 10 ans, le point de départ du délai étant le jour où l'aide est accordée aux bénéficiaires. En l'espèce, la différenciation d'imposition commence avec l'exercice fiscal de 1990. La Commission a demandé pour la première fois des informations au Portugal en 2012. La récupération des montants de 1990 à 2002 est contraire au délai de prescription. À ce titre, en étendant son appréciation juridique à des actes et à des rapports remontant en partie jusqu'en 1990, la Commission vient violer le principe de sécurité juridique, ce qui est susceptible de produire des effets graves et non justifiés sur la sécurité des rapports, aussi bien juridiques qu'économiques. En raison de la violation de ce principe, la récupération demandée par la Commission ne saurait être légale. Par ces motifs, la requérante demande au tribunal de déclarer le recours recevable et d'annuler la décision de la Commission du 7 février 2017. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, maître. Donc je donne maintenant la parole au représentant de la Commission. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, dans cette présente affaire, nous représentons la Commission et nous sommes face à un requérant de mauvaise foi. En ce sens, nous parlons de la requête irrecevable de ce requérant et de la différenciation fiscale illégale accordée à l'Olfica.
Avant de commencer, je souhaiterais faire un bref rappel des lois afin de mieux comprendre l'affaire et de contextualiser mon propos. En novembre 2011, nous avons reçu de la part de citoyens des informations détaillées sur l'existence d'aides d'État accordées à l'OLFICA. Ces aides étaient sous 3 formes. Une aide sous la forme de traitement préférentiel fiscal, une aide sous la forme de cession avantageuse de biens immobiliers, une aide sous la forme de garantie de prêts bancaires. Donc, nous nous sommes saisis de ce dossier et nous avons décidé le 18 décembre 2013 d'ouvrir la procédure inscrite à l'article 108, paragraphe 2 du FE. Néanmoins, nous avons demandé au Portugal et aux intéressés de nous fournir des informations complémentaires et leurs observations. Donc, la phase procédurale s'est passée dans de bonnes conditions et le requérant ne soulève aucun point dessus. Toutefois, le 7 février 2017, nous avons notifié et publié à l'OLFICA notre décision 2007-XXX. Cependant, ce dernier demande l'annulation de décision conforme au droit de l'Union et introduit sa requête en retard. Car selon l'article 263 TFUE, toute demande d'annulation contre une décision doit être introduite dans les 2 mois suivant sa publication au journal officiel ou sa notification à l'intéressé. Comme nous l'avons dit au préalable, nous avons notifié à l'OLFICA notre décision le 7 février 2017, alors que lui n'a introduit sa requête auprès du tribunal que le 10 avril 2017. Ne comptez pas sur vos doigts, cela fait plus que 2 mois. Par ailleurs, vous avez inséré dans votre règlement de procédure un article 60 qui permet à un requérant éloigné ou dans un pays tiers de pouvoir bénéficier d'un délai de distance supplémentaire. Toutefois, l'OLFICA est situé dans un État membre et vous avez mis à sa disposition un système de dépôt de requête en ligne. En ce sens, l'OLFICA ne répond à aucune des conditions pour se voir appliquer cette disposition. De plus, l'OLFICA allègue le cas de force majeure. Nous souhaitons, en raison d'une prétendue panne informatique, nous souhaitons rappeler au tribunal que dans un arrêt Sandro De Studi Manieri contre Conseil du 28 janvier 2009, vous avez déclaré que les requérants doivent prendre l'ensemble des dispositions nécessaires pour se prémunir d'un événement anormal et étranger. En l'occurrence, l'OLFICA a déposé sa requête le 7 avril 2017 à 17h, soit 18h au Grand-Duché de Luxembourg, c'est-à-dire le soir du dernier jour du délai d'expiration. On ne peut pas qualifier cette attitude de précautionnisme et dire que l'OLFICA a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour se prémunir de cet événement. De plus, qualifier la panne informatique comme un événement exceptionnel serait saugrenu, car même les firmes de nouvelles technologies en connaissent des pannes informatiques. Par ailleurs, en réalité, tout cela montre le manque de sérieux de cette requête et que l'OLFICA ne faisait là qu'un signe de désespoir. Par conséquent, nous demandons de déclarer la loi. Nous demandons de rejeter cette requête contre une décision 2017-XXX. Cependant, si toutefois vous acceptez cette requête, nous venons de déclarer la date 1090 comme une aide d'État incompatible avec le marché intérieur. Car, dans un premier temps, selon l'article 107, paragraphe 1, une aide est considérée comme une aide d'État lorsqu'elle est accordée à une entreprise. Dans un arrêt Van Landerwyck du 29 octobre 1980, la Cour a déclaré qu'une entité à but non lucratif peut être considérée comme une entreprise lorsqu'elle offre des biens et des services sur le marché. Par ailleurs, elle a précisé dans l'arrêt Bosman du 15 décembre 1995 qu'un club sportif professionnel peut être considéré comme une entreprise lorsqu'il exerce des activités économiques. En l'occurrence, la loi 1090 a pour effet de qualifier l'OLFICA comme un club sportif professionnel, c'est-à-dire un organisme à but non lucratif. Néanmoins, l'OLFICA perçoit des recettes de 450 millions d'euros durant la saison 2015-2016. Elle exerce des activités économiques telles que le merchandising, la vente d'entrée et la négociation de droits audiovisuels. Il est évident que la qualification de l'OLFICA par cette loi ne doit pas être retenue. Et l'OLFICA doit être vue comme une entreprise. Par ailleurs, cette loi 1090 met l'OLFICA dans une situation différente de celle de ses concurrents. Car l'objectif de cette loi est de transformer les clubs sportifs professionnels en sociétés anonymes. Néanmoins, elle permet à des clubs de football professionnels de ne pas être convertis en sociétés anonymes sportives. Seule l'OLFICA se voit accorder cette dérogation autodéposition générale. Et comme la Cour l'a déclaré dans un arrêt du 8 septembre 2011, peine grapheuse, une telle situation rend une aide sélective. Dans un troisième temps,
la différenciation fiscale doit être vue comme un avantage économique accordé à l'OLFICA, en permettant à l'OLFICA de ne pas être soumis au taux d'imposition générale. Cela lui accorde un avantage économique et fiscal, comme la Cour l'a déclaré dans un arrêt Italie contre Commission de 2009. Par ailleurs, selon l'article 107, paragraphe 1, une aide est considérée comme une aide d'État lorsqu'elle affecte les échanges entre États membres. L'OLFICA a la possibilité de participer à de nombreuses compétitions européennes, telles que la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Et nous savons que ce qui permet à ces clubs de remporter ces compétitions, c'est l'argent investi dans les infrastructures et l'effectif. Et depuis l'arrêt Bosman, les effectifs concernant le marché du joueur, cela s'est développé à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Et comme nous l'avons déclaré au préalable, la loi 1090 accorde à l'OLFICA une dérogation au taux d'imposition générale. Et cela lui permet d'avoir des revenus supérieurs à ses concurrents. Par ailleurs, cela affecte l'équité et l'égalité dans ces compétitions européennes. Il doit être entendu ici que la loi 1090 ne doit savoir accorder aucune dérogation à l'article 107 TFUE, car la seule dérogation que soulève le requérant, c'est la promotion du sport, au sens de l'article 107, paragraphe 3 et 165, paragraphe 1 TFUE. Néanmoins, il est facile de constater que que la loi 1090 n'a pas pour objectif de promouvoir le sport, car toute personne censée voulant promouvoir le sport aurait inclus l'ensemble des clubs sportifs professionnels ou au moins l'ensemble des clubs de football professionnels. Néanmoins, le Portugal préfère exclure l'ensemble de ces clubs et n'en choisir qu'un seul. En conclusion, nous venons de déclarer la loi 1090 comme une aide d'État incompatible avec le marché intérieur. Je vous remercie de votre attention et je laisserai le soin à mon collègue de vous présenter la garantie de prêt bancaire et la cession avantageuse de biens immobiliers. Merci. Je vous remercie. À votre tour. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du tribunal, en tant que représentants de la Commission européenne, nous aimerions attirer votre attention sur deux points particuliers que nous vous demandons de reconnaître comme étant des aides d'État incompatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le premier point réside dans la cession avantageuse de biens immobiliers et le second point réside dans la garantie de prêt bancaire accordée par l'ILF à la Fundação OLFICA, mais à la faveur de l'OLFICA Lisbonne. Pour ce qui est du premier point de notre raisonnement, la cession avantageuse de biens immobiliers, nous faisons remarquer que la municipalité de Lisbonne et l'OLFICA Lisbonne ont passé plusieurs conventions entre 1991 et 2011. Toutes les mesures prises dans ce contexte ont pour seul et unique bénéficiaire l'OLFICA Lisbonne. La Cour de justice, dans son arrêt DM Transport de 1999, a jugé qu'une mesure était sélective dès lors qu'elle a été prise en application d'un pouvoir discrétionnaire. Et dans le cas d'espèce, la municipalité de Lisbonne a discrétionnairement choisi d'indemniser l'OLFICA suite au non-respect de ses obligations contractuelles. En l'espèce, il s'agit de la non-cession de la parcelle B32 au club de foot en question. Pourtant, la municipalité de Lisbonne n'était aucunement liée au choix d'indemniser l'OLFICA de cette manière. Elle aurait pu choisir une autre forme d'indemnisation. Or, il n'en est rien. La mesure est donc bel et bien sélective. Concernant l'avantage que la cession de biens immobiliers représente pour l'OLFICA, la jurisprudence de la Cour de justice, dans l'arrêt SFEI de 1996, a défini ce qu'était un avantage. Elle estime que le bénéficiaire ne l'aurait pas obtenu dans les conditions normales du marché. C'est le fameux critère de l'opérateur privé en économie de marché. La commune de Lisbonne a décidé d'indemniser l'OLFICA sans expertise juridique préalable et de réévaluer le montant de l'indemnisation. Un opérateur privé en économie de marché n'aurait jamais agi de cette façon. En effet, il n'aurait pas intégré la parcelle B32 dans la convention, sachant que le plan d'urbanisme était susceptible d'être modifié. Il aurait
certainement cherché une solution moins coûteuse pour lui, par le biais, par exemple, d'une expertise juridique préalable, et aurait cherché à éviter au maximum d'avoir à verser ce montant exorbitant d'indemnisation. De même, dans la convention du mois de février 2011, la municipalité de Lisbonne a réitéré cette méthode à l'aveuglette. Elle et la communauté de Lisbonne ont modifié le PGOU, le plan d'urbanisme, pour rendre constructible une parcelle qui ne l'était pas. Un opérateur privé en économie de marché n'aurait jamais agi de cette façon, et d'ailleurs, un opérateur privé en économie de marché n'aurait jamais eu les moyens de changer le plan d'urbanisme. Il est donc très clair, au vu de tous ces arguments développés, qu'un avantage a été accordé à l'Olfica par la municipalité de Lisbonne. En ce qui concerne l'imputabilité à l'État du Portugal de cette cession avantageuse de biens immobiliers, il faut noter qu'effectivement, c'est bien la municipalité de Lisbonne qui est à l'origine de cette mesure. Il s'agit d'une entité infra-étatique de l'État du Portugal, mais pour autant, la Commission que nous représentons ne s'adresse qu'aux États centraux et pas aux entités infra-étatiques. Cela a été rappelé à plusieurs reprises dans la jurisprudence de la Cour de justice et notamment dans son arrêt République fédérale d'Allemagne contre Commission de 1990. Cette aide est donc bien imputable à l'État du Portugal. De plus, elle affecte les échanges entre États membres et est totalement incompatible avec le marché intérieur. Et ce, à plusieurs titres. D'abord, elle s'inscrit dans un contexte particulier, dans un domaine ultra concurrentiel et où les échanges sont permanents au niveau de l'Union européenne. Ensuite, il faut noter que le montant de l'indemnisation est très important, plus de 18 millions d'euros. La cession avantageuse de biens immobiliers est donc une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour ce qui est du second point de notre raisonnement, sur la garantie de prêt bancaire, la sélectivité de la mesure ne fait strictement aucun doute. En effet, la garantie bénéficie uniquement à une seule et même entreprise, la Fundação Olfica. L'ILF a accordé cette garantie de façon discrétionnaire à la Fundação. La mesure en cause est donc bel et bien sélective. Concernant l'avantage que représente pour l'Olfica cette garantie de prêt bancaire, le raisonnement est un petit peu plus complexe, mais très clair pour autant. La Fundação a obtenu un prêt auprès d'un organisme bancaire grâce à cette garantie accordée par l'Institut Lisboète des Finances, qui est, je le rappelle, un organisme de droit public portugais. La Fundação Olfica a acheté des actions de l'Olfica qui étaient pour autant en mauvaise situation économique depuis 2007 et toujours en 2009. Grâce à cet achat, le cours des actions de l'Olfica a augmenté fortement. Au fil du temps, les actions sont passées du prix de 48 € par action à plus de 67 €. Il est intéressant aussi de faire remarquer également que tous les membres du conseil d'administration de l'Olfica font partie du comité de direction de la Fundação Olfica. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'avancent les requérants, un argument en faveur de l'imputabilité à l'État du Portugal, mais bien de montrer l'étroitesse des liens existants entre, d'une part, la Fundação Olfica et d'autre part, l'Olfica, dont même le nom est quasiment le même. Cela donc prouve l'étroitesse de ces liens. La garantie accordée par l'ILF n'a pas été réalisée dans les conditions normales du marché, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, un opérateur privé en économie de marché n'aurait pas accordé une garantie à un club de foot dans une situation économique désastreuse. La garantie couvrait en l'espèce 100% du principal du prêt, plus les intérêts, plus les frais associés à la transaction. Pire encore, en 2010, suite à un défaut de paiement de la Fundação Olfica, l'ILF a augmenté de plus de 6 millions d'euros sa garantie.
Il est plus qu'évident qu'un opérateur privé en économie de marché n'aurait pas agi de la sorte. Au vu de toutes ces conditions et des arguments développés, il est clair qu'un avantage a été accordé par l'ILF à la Fondation Olfica et, par ricochet, à l'Olfica Lisbonne. Pour ce qui concerne l'imputabilité à l'État du Portugal, le raisonnement est similaire à celui développé précédemment. L'Institut lisboète des finances est un organisme de droit public portugais contrôlé par l'État du Portugal. Il a accordé l'aide de façon discrétionnaire, mais au même titre que dans le cas de la cession avantageuse de biens immobiliers par la municipalité de Lisbonne, seul l'État du Portugal est responsable du point de vue de la Commission, et je rappelle ici l'arrêt de 1990 de la Cour de justice, République fédérale d'Allemagne contre Commission. Il en va de même pour l'affectation des échanges entre États membres et l'incompatibilité de l'aide avec le marché intérieur. La concurrence et les échanges en matière de football sont quotidiens, importants, permanents. Les montants, les sommes en cause dans cette affaire sont très élevés et perturbent l'équilibre concurrentiel au niveau du marché intérieur. C'est pourquoi nous vous demandons à vous, tribunal, de déclarer ces trois mesures, la différenciation fiscale, la cession avantageuse de biens immobiliers et la garantie de prêts bancaires, comme étant des aides d'État totalement incompatibles avec le marché intérieur, au sens de l'article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À ce titre, nous vous demandons aussi de déclarer qu'elles doivent être restituées à l'État du Portugal pour revenir à une situation beaucoup plus équilibrée du point de vue concurrentiel. Nous vous remercions. Je vous remercie. Donc maintenant, les représentants de l'Olfica ont la possibilité de répliquer pendant une durée de 5 minutes, si vous voulez bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais me permettre. Tout d'abord, nous sommes assez étonnés de voir les défendeurs définir le marché, notamment car la Commission ne l'a pas fait dans sa décision et qu'ils ne l'ont pas fait non plus dans leur mémoire. Ensuite, ils affirment que la force majeure n'a pas lieu d'être. Cette affirmation est tout à fait contestable. Cependant, nous ne nous en prévalons même pas. Ensuite, concernant la parcelle B32, ils affirment qu'il y a ici sélectivité à cause d'un choix discrétionnaire. Nous parlons tout de même ici d'une convention. Ils utilisent également le terme, toujours pour cette convention, d'une mesure à caractère général. C'est d'ailleurs repris dans leur mémoire au point 68. Nous parlons toujours d'une convention. Se poser, selon nous, la question de la sélectivité dans une convention bilatérale relève du manque de professionnalisme. Ils affirment également, toujours dans cette parcelle B32, qu'il n'y a pas eu d'expertise. Puis, ils disent que la valeur de la parcelle valait 22 millions, puis 19 millions. Je crois ici qu'il y a confusion entre les chiffres. Ils évoquent ensuite la convention d'urbanisme. Cependant, cette convention, des propres dires de la Commission dans sa décision, se doit d'être écartée. Il n'y a pas lieu de l'analyser, même si nous pourrions tout à fait en discuter. Ils affirment ensuite que les conventions elles-mêmes doivent être perçues comme des avantages. Ce n'est absolument pas le cas. C'est l'indemnisation qui est vue comme un avantage. Erronément, d'ailleurs. Ensuite, ils nous assurent que nous ne mettons en avant que la promotion du sport. Cependant, pour la garantie de prêt bancaire, nous évoquons la restructuration pour permettre la compatibilité. L'article 65 est certes tout à fait valide, mais ce n'est pas notre seule base pour justifier la compatibilité si jamais vous deviez estimer qu'il s'agit d'aide. Nous sommes étonnés également de ne pas voir les requérants évoquer les grands principes de l'Union européenne, alors qu'à eux seuls, ils pourraient suffire à empêcher toute récupération.
Je laisse ma consoeur, si vous le voulez bien, terminer mes propos. Je vous en prie. Donc, très brièvement, il vous reste 2 minutes. Baissez le micro peut-être, voilà. Alors, je tiens à évoquer en premier lieu la mesure de différenciation fiscale. La Commission estime que la différenciation fiscale est une aide sélective qui soutient exclusivement notre club et, de fait, ne peut poursuivre un objectif d'intérêt commun conformément à l'article 165 du TFUE. Sauf qu'en l'espèce, la mesure en question est générale puisqu'elle repose sur des critères objectifs que j'ai déjà évoqués, ceux des bénéfices. Tous les clubs peuvent donc bénéficier de cette exemption. Si bien que tous les clubs pourraient réinvestir la somme économisée dans la promotion du sport au titre de l'article 165. Je tiens à vous rappeler une décision du 9 novembre 2011. Des mesures de l'État hongrois en vue de stimuler et de promouvoir le sport dans le pays via des mesures fiscales furent permises. Si la mesure est une aide, comme l'indique la Commission, elle pourrait être compatible à ce titre au titre de l'article 165. J'aimerais également avoir des précisions quant à la garantie d'emprunt. Si j'ai bien entendu, la Commission a parlé de la fondation qui serait le bénéficiaire de la garantie d'emprunt et après a mentionné que la fondation était une entreprise en difficulté. Or, la fondation Olfika n'a jamais été en difficulté. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc maintenant, les représentants de la Commission peuvent à leur tour prendre une dernière fois la parole. Je vous remercie. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du tribunal, j'aimerais effectivement revenir sur certains points. D'abord, sur la notion de sélectivité d'une convention bilatérale. Il est plus qu'évident qu'une convention bilatérale est sélective, étant donné qu'elle ne vise qu'un seul et unique bénéficiaire. Sur ce point, je pense que la discussion est évidente. Ensuite, je voudrais revenir aussi sur la notion de marché pertinent. Cette condition ne pèse pas, la détermination d'un marché pertinent ne pèse pas sur la Commission concernant les aides d'État, mais bien le droit de la concurrence qui concerne les ententes et abus de position dominante, mais en rien les aides d'État. Donc la détermination ici, dans cette affaire, d'un marché pertinent n'aurait aucun fondement. Je renvoie ici à une communication de la Commission de 2003 sur la définition du marché en cause aux fins de droit, du droit communautaire de la concurrence de 2003. Donc, ça ne concerne pas le droit des aides d'État. Pour ce qui concerne maintenant le principe qui est développé au point 73 du mémoire des requérants, je cite ainsi, et ça a été d'ailleurs repris dans la plaidoirie principale, je cite, « Ainsi, tout opérateur en économie de marché aurait préféré préserver de bonnes relations avec un partenaire de cette importance plutôt que de contester le moindre centime. » Pardon, mais doit-on voir ici une certaine souplesse de la part de la municipalité envers l'Olfika du fait des liens supposément étroits ou de l'importance qu'aurait le club dans la municipalité en question? Et plus loin encore, les requérants affirment que c'est un petit club. Et d'ailleurs, on a dit à plusieurs reprises pendant la plaidoirie principale qu'on n'avait jamais entendu parler depuis longtemps d'un club portugais. Pardon, mais s'il avait une si grande importance et qu'il fallait à ce point préserver le club dans le contexte de la municipalité, est-ce qu'il est donc un petit club dont on n'a jamais entendu parler? Je relève ici une incohérence. Ensuite, je voudrais vous développer de façon assez rapide le principe de subsidiarité que nous aurions supposément violé d'après les requérants. J'affirme ici que la compétence de l'Union européenne en matière de concurrence, en matière d'aide d'État, est une compétence exclusive et que le principe de subsidiarité ne s'applique que lorsque des compétences partagées entre l'Union et les États membres sont en cause. Ce n'est pas le cas ici.
Voilà plusieurs incohérences que que nous voulions vous faire remonter, et je laisse la parole à mon confrère pour quelques éclairages supplémentaires. Merci. Je vous en prie, très brièvement donc, à votre tour. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Je souhaiterais revenir sur un point que mon confrère a commencé à démontrer, et un deuxième point qui est très essentiel aujourd'hui. Concernant le principe de subsidiarité, mon confrère a rappelé que le principe de subsidiarité ne s'applique pas sur les compétences exclusives de la Commission et de l'Union européenne. Par ailleurs, les requérants allèguent le régime fiscal comme compétence exclusive des États et que la Commission n'a pas le droit d'y entrer. Néanmoins, utiliser le régime fiscal comme un écran au droit communautaire est contraire à la primauté du droit de l'Union européenne, car aucun État ne doit prendre des mesures qui sont contraires au droit de l'Union européenne et qui affectent son effectivité. Par ailleurs, la Cour a déclaré dans un arrêt Lucci et dans un arrêt France contre Conseil, de 2005, qu'aucun État ne doit prendre des lois postérieures ou antérieures qui empêcheraient la Commission d'examiner la comptabilité des aides d'État. Donc, ce que soulève le requérant n'a aucun fondement juridique. Par ailleurs, le requérant soulève souvent l'argument de la promotion du sport. Promouvoir un sport, c'est promouvoir une équipe? Je ne crois pas. C'est promouvoir l'ensemble des équipes nationales, quelles que soient de première et de deuxième division. Et non, le Portugal encore préfère exclure et choisir qu'un seul, qui est l'OLFICA. Et comme ils l'ont encore déclaré, c'est un partenaire important par rapport à eux. Donc c'est une relation étroite et, obscure. Par ailleurs, concernant le principe... Et concernant... Il faut conclure. Oui, je conclue, excusez-moi. Concernant le principe Concernant l'examen de la fiscalité sur la loi 1090, nous souhaitons rappeler que c'était des nouvelles, car la loi 1090, non seulement elle est postérieure à l'adhésion de l'Union européenne de Portugal en 1986, mais de plus, elle modifie substantiellement un cadre de régime fiscal qui était existant. Très bien. Donc, je vous remercie. nous considérons que la loi est nouvelle. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ces différents exposés. Donc je pense que maintenant les membres du tribunal ont différentes questions à poser aux parties présentes. Je me tourne peut-être d'abord vers les vice-présidents. Avec le micro. J'ai peut-être d'abord une question pour la partie requérante, une question de clarification. Vous avez soutenu devant nous, si j'ai bien compris, dans la partie liminaire de votre plaidoirie sur le fond, sur l'examen du fond, vous avez soutenu que ici le bénéficiaire de l'aide que vous représentez, l'entreprise que vous représentez n'est pas une entreprise, et que dès lors, pour ce seul motif, la décision de la Commission devrait être annulée. Mais vous invoquez par ailleurs l'application des lignes directrices sur les entreprises en difficulté. Alors je voulais simplement savoir si ici nous avons affaire à une entreprise ou pas finalement. Ma plaidoirie n'a peut-être pas été claire. Cependant, à aucun moment je n'ai affirmé qu'il ne s'agisse pas ici d'une entreprise. Les propos liminaires, justement, quant au fond, ça insistait tout particulièrement sur l'absence de détermination du marché, et non pas du fait qu'il ne s'agisse pas ici d'une entreprise. Il est admettable que nous soyons face ici à une entreprise, mais dans ce cas-là, effectivement, sous certaines conditions, dans une entreprise en difficulté. Je vous remercie, maître. Alors j'ai une question pour rétablir l'équilibre entre les deux parties, précisément sur la notion de marché concerné. Si j'ai bien compris la Commission, dans sa réplique, la Commission a soutenu devant nous
que l'obligation de définir le marché concerné ne s'applique que dans le domaine du droit de la concurrence, entendu au sens strict, donc l'article 101, l'article 102, mais que ça ne s'appliquerait pas dans le domaine des aides d'État. J'aurais voulu que peut-être que vous développiez un peu ce point, parce que, comme la requérante l'a rappelé en entrée de sa plaidoirie, l'une des 4 conditions pour qu'il y ait une aide d'État, une notion objective, comme vous le savez, l'une de ces conditions, c'est que que cette aide d'État entraîne une distorsion de concurrence. Je me demandais comment la Commission pouvait apprécier l'existence d'une distorsion de concurrence sans définir le marché concerné. Merci. Je voudrais donc éclaircir le propos. La notion de marché pertinent concernant le domaine des aides d'État est bien sûr présente dans le sens où le marché pertinent est le marché intérieur, le marché de l'Union européenne. Et pour ce qui est de la définition d'une distorsion de concurrence, j'aimerais rappeler quand même que dans l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est une distorsion de concurrence ou une menace de distorsion de concurrence. Et en l'espèce, je voudrais aussi faire remarquer au tribunal que l'appréciation de la distorsion de concurrence se suffit du montant des aides versées, et qu'en l'espèce, le montant des aides qui ont été versées à l'OLFICA sont d'une telle ampleur que le marché intérieur est donc mis en cause, et donc que la menace de distorsion de concurrence pèse évidemment d'une façon très importante en l'espèce sur le marché intérieur. Je vous remercie. Si je peux revenir une seconde, mais tout de même, le montant, d'accord, mais si nous sommes sur un marché où il n'y a pas de concurrence, ça n'a pas d'impact. Enfin, si, je ne sais pas, je vous pose la question. Si nous sommes dans un marché où par exemple, il y a un seul opérateur qui bénéficie d'une aide, je ne sais pas, est-ce que ça n'a pas un impact néanmoins? Il n'y a pas un minimum d'obligation, sans aller peut-être jusqu'à définir le marché de manière très très développée, mais est-ce qu'il n'y a pas néanmoins un minimum à respecter pour satisfaire à l'obligation du traité? Donc effectivement, il y a bien un minimum, et la Commission a bien effectué justement ce minimum en montrant l'affectation du commerce intracommunautaire et de l'aspect concurrentiel très important du domaine du football, sans aller plus loin que ça, comme ça devrait être le cas si l'affaire en question portait justement sur un des autres domaines du droit de la concurrence, que sont les ententes ou abus de position dominante, où là, le critère est effectivement déterminant et que le minimum qui est déjà assez important, que la Commission s'est bornée à faire, était donc largement suffisant au vu du domaine des aides d'État auxquelles nous avons affaire en ce moment. Je vous remercie, maître. Peut-être une question de ma part pour l'OLFICA. Si j'ai bien entendu, il a été affirmé, s'agissant du régime fiscal en litige, que l'OLFICA était le seul club bénéficiaire de ce régime. Est-ce que vous pourriez le confirmer et dire, dans cette mesure où, voilà, sur la sélectivité, elle peut paraître effectivement apparente, si de facto l'OLFICA est le seul bénéficiaire de ce régime fiscal? Est-ce que vous avez des explications sur ce point? Je vous remercie pour votre question, Monsieur le Président. Alors, la Commission a effectivement affirmé que l'OLFICA Lisbonne était le seul bénéficiaire de cette exemption fiscale, ce qui n'est en l'espèce pas le cas, puisque effectivement elle a pu bénéficier à tous les clubs qui se sont trouvés entre 1990 et 2015 dans la même situation factuelle que l'OLFICA Lisbonne. Je peux vous donner un exemple plus précis, et c'est notamment le cas qui a été fait en Espagne avec 4 clubs qui se sont retrouvés dans cette situation exactement. Il en est de même pour les clubs portugais. On peut notamment citer le Benfica Lisbonne.
Je vous remercie. Merci de cette précision importante. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur le Président. Attendez. Non. Allez, je vous en prie, allez-y. Je souhaiterais m'adresser au requérant. Si j'ai bien compris, je dirais, votre argumentation au niveau du subsidiaire, à un moment, vous êtes soulevé une prescription. Est-ce que vous pouvez me donner des éléments sur cette prescription que vous soulevez? Oui, je vous remercie pour votre question. Effectivement, nous avons soulevé le délai de prescription, puisqu'il a été dépassé. Il y a eu une expiration du dit délai, puisque effectivement, donc, la loi applicable est la loi de 1990. Les premières informations qui ont été demandées, donc l'ouverture de la procédure par le Portugal date de 2012. Les informations, donc, avec le délai de prescription qui est de 10 ans en la matière, il faut donc revenir à 2002. La Commission demande la récupération des aides de 1990 à 2002, ce qui est dès lors totalement hors du délai de prescription, puisque le délai de prescription est valable de 2002 à 2015. Donc, je souhaiterais vous poser une deuxième question. Sauf erreur de ma part, les prescriptions doivent être soulevées limine litis avant toute défense au fond. Donc, la question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'effectivement, à l'heure actuelle, la prescription que vous soulevez, est-ce qu'elle ne serait pas tout à fait irrecevable? Et j'ai une question à poser aux membres de la commission. Sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas entendu répondre sur le règlement de la prescription. J'aimerais apporter une petite précision. Allez-y, je vous en prie. Merci. Ce que vous dites est vrai, et nous devons admettre qu'il s'agit ici d'une erreur formelle de notre part. Dont acte. Merci pour la question. Merci pour cette question, Monsieur le Président et Monsieur le juge. Éventuellement, si c'est un moyen d'ordre public, nous pourrions le soulever d'office. Concernant la prescription, du délai d'expiration pour les aides d'État nouvelles, qui fait la dichotomie entre aides nouvelles et aides existantes, nous souhaitons rappeler à la Cour que dans un arrêt France Télécom contre commission de 2011, la Cour a déclaré que l'expiration de ce délai ne transforme pas une aide nouvelle en une aide existante. Merci. Bien, je crois qu'il y avait une question à ma gauche. Une première question à la Commission. Je n'ai pas très bien compris le délai de procédure que vous opposiez au requérant. Vous avez évoqué le fait que ça n'était pas très précautionneux de déposer le 7 avril à 17h, je crois. Pour vous, le délai expirait à quelle date et heure précise? Délai de recours. Pour la Commission, le délai expirait le 7 du mois à minuit. Et justement, les requérants ont déposé leur requête ce jour-là à 17h, 18h, heure du Grand-Duché du Luxembourg. Et pour ce qui est de la précaution que les requérants devraient avoir à apporter en ce domaine, je voudrais citer devant le tribunal un arrêt du tribunal justement du 28 janvier 2009, Centro Studi Manieri, contre-conseil. C'est le point 28 de cet arrêt. Les notions de force majeure et de cas fortuit, au sens de l'article 45 du statut de la Cour, comportent, outre un élément objectif relatif aux circonstances anormales et étrangères à l'intéressé, un élément subjectif tenant à l'obligation pour l'intéressé de se prémunir contre les conséquences de l'événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir à des sacrifices excessifs. Je ne pense pas qu'à déposer la requête, ne serait-ce qu'un peu plus tôt pour s'assurer d'une éventualité, justement, et faire preuve de diligence, je ne pense pas que ce soit je ne pense pas que ce soit justement un sacrifice excessif. Et je continue la citation. L'intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure et notamment faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus. Ainsi, la notion de force majeure ne s'applique pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d'éviter l'expiration d'un délai de recours
Et il y a un arrêt justement de la Cour de justice concernant les postes luxembourgeoises qui reprenait un raisonnement similaire et qui, pour un délai, pour un motif de force majeure, avait retenu en l'espèce, parce que le délai était éminemment long. En l'occurrence, la panne informatique ne pouvait pas être justement retenue comme un cas de force majeure, puisque ils n'ont pas fait preuve les requérants n'ont pas fait preuve de suffisamment de diligence, comme l'arrêt de 2009 du tribunal leur imposait de le faire. Peut-être pour la parité au requérant. Allez-y, je vous en prie. On est à égalité. J'ai 3 petites questions, mais à laquelle la réponse peut être oui ou non. Première question, est-ce que l'OLFICA n'a jamais participé à des compétitions européennes de foot? Deuxième question, est-ce que Lisbonne n'a jamais été candidate à l'organisation de jeux ou de compétitions européennes? Troisième question, est-ce que le Portugal n'a jamais été candidat à l'organisation de compétitions européennes? Donc oui, 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 non, 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 oui, non, oui. Je vous remercie pour votre question. Évidemment, une réponse par oui ou par non serait bien trop simple. Ma réponse serait, quant à votre première question, qui était... la réponse, en tout cas, serait nous avons un doute, mais il nous semble que non. L'OLFICA Lisbonne n'a pas participé à des compétitions européennes. Là, la deuxième réponse, doute, mais toujours non. Selon nous, l'OLFICA n'a pas organisé de compétition européenne. Je crois que c'était cela votre question. Est-ce que Lisbonne a été candidate à l'organisation de manifestations sportives sur le territoire européen? Mais je vais vous aider pour vous. Je vais transformer ma question. Est-ce qu'elles auraient vocation? Je reprends mes 3 questions, puisque vous ne savez pas historiquement, donc c'est pas grave. Mais est-ce qu'elles, selon vous, elles auraient vocation, les 3 entités que j'ai évoquées, à ce que j'ai proposé? Ou non? Parce que vous avez dit que vous n'étiez pas fort en foot. Ça a été votre argument majeur de plaidoirie. Mais c'est pas très juridique. Évidemment, effectivement, nous ne sommes pas joués au foot, mais ce n'est pas notre argument majeur. Loin de là, je l'espère. Alors, effectivement, le Portugal, il me semble, a participé à l'Euro 2004. De plus, le Portugal a effectivement un certain niveau européen, mais le club OLFICA Lisbonne, très peu d'informations nous sont données, et je répondrai auquel cas par les finances, qui ne sont que de 12 millions d'euros de bénéfices, c'est-à-dire absolument pas l'argent nécessaire pour participer à une compétition telle que la Ligue des Champions. Quelle était la vraie question derrière celle que vous a posée monsieur le juge? En quoi tout ce débat est pertinent sur la participation du club de l'OLFICA à des compétitions européennes? Votre question est tout à fait pertinente. Pardon. Cela décide du marché qui est déterminé et donc de l'influence que cela aura sur les échanges entre les États membres. D'accord. Très bien. D'autres questions des membres du tribunal? Je crois qu'il reste théoriquement quelques minutes. Oui. Oui, alors c'est une question pour les représentants de la Commission. Donc dans vos plaidoiries, vous affirmez que le club OLFICA est bien le seul bénéficiaire de l'aide, mais en même temps, vous avez insisté sur le fait qu'il était contrôlé par la Fondation. Et donc ma question est pourquoi dans votre décision avez-vous considéré que l'OLFICA était bien le seul bénéficiaire de l'aide et non seulement l'OLFICA, mais aussi la société qui le contrôle, conformément à la théorie de l'entité économique unique? Nous avons considéré que l'OLFICA est le seul bénéficiaire de l'aide, car l'OLFICA perçoit une aide sur la loi 1090, qui est évidente. L'OLFICA a perçu une aide par rapport à la cession avantageuse de biens immobiliers, et sur la seule aide pourrait contester l'OLFICA serait la garantie de prêt bancaire. Néanmoins, l'OLFICA a reçu cette aide par ricochet parce que l'ILF a prêté à la Fondation OLFICA
de l'argent pour permettre d'acheter ces actions. Donc l'ILVF, l'OLFICA reçoit une aide par ricochet de la part de l'ULF. Je voudrais, si possible, ajouter juste un petit complément. Montrer que quand bien même la Fondasao et la Fondasao Olfica et l'Olfica seraient deux entités différentes, le fait qu'un avantage soit accordé à seulement deux entreprises peut rentrer dans le contexte d'une aide d'État. Et de plus, je voudrais faire remarquer au tribunal ici que la Fondasao sert en fait de montage d'écran entre la puissance publique représentant l'ILF et l'Olfica, qui est en réalité le seul et unique bénéficiaire, même si l'écran représenté par la Fondasao est bien présent. Merci. Merci. Éventuellement une brève question pour l'Olfica. Je sais pas. Pour l'Olfica, ce n'est pas... Attendez. Sinon, avec le micro. Oui, oui, moi je revenais sur la sélectivité. Vous avez mentionné une décision hongroise, c'est une décision de la Commission, c'est ça? Enfin bon, peu importe, sinon c'est... Oui. Oui, je vous remercie pour votre question. Effectivement, c'est une décision de la Commission du 9 novembre 2011. Oui, qui dit quoi? Alors, qui dit, donc, je vais vous citer, ça va être plus simple. Des mesures de l'État hongrois en vue de stimuler et promouvoir le sport dans le pays via des mesures fiscales furent permises. D'accord. Oui. Et à ce titre, nous avons le même résultat dans une décision qui date de 2013, dans le cadre de l'Euro de football, dans une de la commission, où la Commission a admis le financement et la rénovation de stades français, et ce n'avait pas été admis comme une aide d'État, puisque c'était dans le cadre de l'intérêt général commun. D'accord. Mais je crois que vous aviez cité cette décision dans la sélectivité concernant la différenciation fiscale. Hein. Il m'avait semblé que c'était... Exactement. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais pour en revenir à la sélectivité sur la différenciation fiscale, est-ce qu'à votre avis, une loi qui est générale, est-ce que si elle ne concerne qu'un seul club, elle devient une mesure individuelle et qu'on n'est plus dans le cadre d'un régime ? Pour répondre à votre question, non, je ne pense pas. Ce n'est pas parce que une seule entreprise vient à bénéficier de cet avantage que pour autant la loi ne peut plus être considérée comme générale. Il convient de rappeler que l'exigence de sélectivité découlant de l'article 107, paragraphe 1, doit être clairement distinguée de la détection concomitante d'un avantage économique. Donc effectivement, sélectivité, il y a à ce moment-là deux faits. Si l'entreprise est la seule à bénéficier de l'aide, mais la mesure reste d'ordre général pour autant. Donc on est dans une loi qui est générale. Maître, écoutez-moi. Excusez-moi. Donc on est dans une loi qui est générale, qui ne concerne qu'une seule personne. Et donc, à votre avis, c'est quand même quelque chose de général qui doit être justifié par une logique. D'accord ? Donc, le Portugal avait derrière cette mesure une logique que vous aviez d'ailleurs vous-même qualifiée de gestion, récompenser la gestion responsable. Effectivement. C'est ça. Donc c'est par ce biais que vous justifiez le régime portugais adopté ici, récompenser la gestion responsable. C'est exactement ça, effectivement, parce que dans les années 90, le Portugal s'est rendu compte justement que les clubs de football portugais avaient tendance à gérer leurs fonds de manière totalement déraisonnable et d'engendrer des pertes colossales. Il a mis de fait donc, cette loi de 1990 en place afin de récompenser justement les clubs qui ne le faisaient pas et on pourrait presque dire justement d'inciter les clubs qui jusqu'alors étaient en tort à gérer leurs fonds de manière plus raisonnable et donc, comme on pourrait presque dire un cadeau, bénéficieraient de l'exemption. Pourrais-je apporter une petite... Non, écoutez, je suis désolé. Merci à chacun d'avoir éclairé le tribunal par vos réponses. Nous sommes effectivement parvenus au terme de cet exercice. L'affaire est mise en délibéré par le tribunal et l'audience est levée.
Bien, alors il me revient en tant que président de ce jury donc, de proclamer les résultats. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation et le professeur Patrick Meunier de m'avoir demandé de présider cette édition du concours de procès simulé en droit de l'Union européenne en ma qualité de président du tribunal administratif de Lille. Donc c'est une juridiction qui est très honorée d'être représentée à travers ma personne dans ce jury. Il se trouve qu'au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler quelques années pour la Commission européenne, puis comme référendaire à la Cour de justice. C'était il y a bien une quinzaine d'années. Donc voilà, j'ai dû un petit peu rafraîchir ma connaissance du droit de l'Union européenne, mais fort heureusement, j'ai été entouré de grands spécialistes pour pouvoir délibérer voilà, en étant parfaitement éclairé. Donc c'est la 10e édition. Il y a une solennité particulière dans cette édition d'aujourd'hui. Le sujet, tous les membres du jury se sont accordés à dire qu'il était particulièrement technique cette année, ce qui effectivement ne fait que rehausser vos mérites aux uns et aux autres, de vous être inscrits, d'avoir participé à la phase écrite et puis à la phase orale. C'est un vrai marathon. Vous êtes arrivés jusqu'au bout. Vous êtes là. Alors, les résultats, on va commencer peut-être par le meilleur plaideur, puisque donc ça fait partie des différents prix qu'on doit attribuer en tenant compte des différentes notes qui ont été mises aujourd'hui et puis cet après-midi lors des épreuves précédentes. Donc le meilleur plaideur, M. Romain Vézia, qui reçoit la note de 18 de la part du jury. Mais vous allez voir, il est suivi de très près par le deuxième et le troisième meilleur plaideur. Nous avons mis effectivement en numéro 2 Madame Déninger avec la note de 17,5. Donc nous avons dû effectivement mettre des demi-points pour départager le deuxième et le troisième plaideur, le troisième meilleur plaideur, Madame Roussel, avec la note de 17. Alors, s'agissant du meilleur mémoire, donc le résultat a déjà été communiqué, c'est le Master 2 de Lille, qui est également le vainqueur de la finale d'aujourd'hui. Ça n'a pas été si facile de vous départager. On a eu le droit cet après-midi à des prestations de très bon niveau. Ce que le jury a salué, c'est l'homogénéité peut-être plus grande dans les interventions du Master de Lille, la très grande clarté dans l'exposé introductif, avec une bonne structuration du raisonnement. Voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau des questions de la réactivité aussi, on peut saluer la prestation des représentants de l'université de Bordeaux. Voilà. Mais après avoir pesé ces différents arguments, effectivement, nous avons souhaité récompenser donc cette équipe lilloise. Voilà. Alors, donc les troisième et quatrième équipes, je crois que les résultats sont déjà connus, donc je les rappelle. Donc le Master 1 de droit de l'Union européenne donc, se classe en numéro 3 et en numéro 4. En numéro 4, l'équipe de l'ULB qui donne sa dimension internationale à ce concours et ça doit être salué. Voilà, donc il y a une pluie de récompenses qui va déferler sur les différents lauréats, mais donc ça, je laisse le comité d'organisation prendre la main après sur cette partie-là. Voilà, donc félicitations à toutes et à tous. Alors effectivement, comme cette année c'est une année un peu particulière, comme Monsieur le Président du jury vous l'a indiqué, puisque c'est la 10e édition,
D'habitude, nous remettons les prix immédiatement après la proclamation des résultats. Alors aujourd'hui, nous allons nous déplacer quelque peu. Nous allons en R06 afin que les prix puissent être remis et que par ailleurs nous puissions un peu solenniser cette 10e édition. Donc je vous invite à conserver vos robes, vos toges, et je convie également donc tous ceux qui vont remettre des prix à nous rejoindre en R06. Voilà, merci bien. Oui, un cocktail suivra, bien sûr.